Génial ce jingle. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, ça fait maintenant 3 ans que l'équipe de We Are demande aux Clermontois de venir parler de gestion des voies aériennes et de réglage du ventilateur. Ça tombe bien parce qu'à Clermont, on aime bien le poumon. Donc on va essayer de voir ça vite fait, du coup, sur une demi-heure et de vous donner les astuces pour faire tout ça sans stress. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Clermont, c'est au milieu de nulle part. C'est au centre de la France. Et quand on veut venir à Marseille, par avion, il faut déjà commencer par aller au nord et ensuite revenir au sud. Donc autant vous dire que l'impact carbone est énorme. Donc on prend le train et on met 6 heures pour arriver ici. Bah oui, il n'y a pas de TGV à Clermont. C'est dommage parce que c'est une ville très étudiante, comme on peut le voir. Une ville où il fait bon vivre, hein, le temps est magnifique. C'est gris, comme la cathédrale. Alors les gens disent c'est normal, c'est pollué. Non, non. Mais c'est gris aussi, comme le pneu, c'est la ville de Michelin. Bon, on ne va pas être ici pour parler de Clermont-Ferrand, on va parler vraiment d'intubation. Et ce qui est très important, les organisateurs nous ont demandé de faire ça vraiment sans pression. Donc on va y aller sans pression. Tout d'abord, on va faire un petit jeu des devinettes et il va falloir deviner, trouver les différences qu'il existe entre ces deux photos. Bon, hormis la couleur, le vert, le bleu, globalement, il n'y en a pas. Hein, c'est la même personne. On est tous anesthésistes réanimateurs et vous allez voir que du coup, dans la gestion des voies aériennes et dans le réglage du respirateur, globalement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va régler, dans les grands principes, de la même façon notre respirateur au bloc et en réanimation, et on va gérer les voies aériennes de la même manière en réanimation qu'en anesthésie. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre tout au long de votre cursus, qu'on fait vraiment de la médecine périopératoire, et les deux spécialités ont vraiment leur place ensemble. Donc, on va voir une première partie, la vidéolaryngoscopie jusqu'à la fibroscopie, et on va commencer par une petite vidéo. On va vous endormir pour l'appendicite, hein, d'accord? Je vous mets le masque sur le nez, mon collègue va appuyer sur le cou là. Bon, vous respirez 2-3 fois, ça va bien se passer. Allez, vous gonflez bien les poumons. Vas-y Loris. Allez, j'appuie sur le cou. Vous pousse tout ça là. Vous allez dans parfait. Allez. Super, excellent. Allez, respirez. Allez, on y va. Oh bah, le fascicule, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Merde, le respi. Tu peux allumer le respi, s'il te plaît? Voilà, c'est hyper fou, hein, pas grave. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Putain, comment ça se prend ce truc-là? Ouais. Putain, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Ramène les piles, putain. Oh, les règles se confent, chier. Putain, son. C'est bon, il ne sature pas? Non. On est bon là? On est bon. Ça se met dans Ouais, quel sens? Ouais, ça sert à rien, ça c'est connu. Allez, ça se met dans ce sens-là, j'espère, les piles, parce que sinon, faut... Ouais, ventile-le, hein, c'est pas grave, on a le temps. Ah, ça marche, ça marche, ça marche. Et comment ça se prend maintenant? Ouais, parfait. Hop là. Oh putain, on voit rien, il y a des dents dégueulasses. Voilà, putain. Qu'est-ce qu'on a pour nous aider là? Qu'est-ce qu'on a? T'as pas un grand mandrin, un truc là? C'est où? Il est où ce mandrin? Allez, allez, dépêche, dépêche. Je vais ventiler, vas-y, va chercher le mandrin, dépêche! Dépêche, dépêche! Allez! Putain, il est pas bien là. Bah Loris, fais un effort, merde! Bon, en plus d'un grand jeu d'acteurs, vous vous rendez compte que c'est une intubation qui se passe mal, qui se passe pas bien, et j'espère que vous n'en verrez pas des comme ça. Mais pour pas avoir à se retrouver dans ce genre de situation où on sent le stress, où il n'y a pas du tout de matériel préparé, et ça peut aboutir à des catastrophes, le seul mot, c'est vraiment l'anticipation. Et l'anticipation, elle vient en connaissant du coup les guidelines, du coup en connaissant vos algorithmes de prise en charge des voies aériennes. Et pour ça, la SFAR a émis du coup des recommandations, des RFE qui datent de maintenant il y a 2 ans, avec des schémas qui sont très bien faits. Et je vous invite du coup à les voir et revoir et à les connaître.
Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble sur cette première partie. En gros, il y a 3 grands dispositifs. Il y a les laryngoscopes, donc ça on le connaît tous, hein, c'est le laryngoscope qu'on utilise le plus classiquement, des glottiscopes et des fibroscopes. Et en fonction du niveau de difficulté, on va dérouler l'arbre décisionnel et on va utiliser tel ou tel moyen d'intubation. On va commencer du coup avec le premier niveau qui est la laryngoscopie. Il faut différencier 2 choses. L'intubation difficile dite prévue, celle où le patient a déjà eu des difficultés pour être intubé, ou alors il a des facteurs prédictifs qui sont vus en consultation d'anesthésie, de celle qui est imprévue, où on pensait que tout allait bien se passer, finalement ça se passe mal. Donc le premier niveau, vous voyez, c'est généralement une laryngoscopie. S'il y a même juste un facteur de risque d'intubation difficile, on va faire une laryngoscopie. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des laryngoscopes. Alors, c'est comme les hommes, hein, il y en a des grands, des fins, des petits, des gros. Voilà, chaque laryngoscope a sa spécificité. Et du coup, vous verrez au cours de votre cursus que des fois, pour intuber une personne obèse, on peut avoir un petit laryngoscope, ce qui permet de passer au niveau du torse, parce qu'ils n'ont pas de cou, ils ont un gros torse, et le long, on n'arrive pas à l'avoir. Sur ce laryngoscope, on va mettre des lames. Et on a 2 types de lames. Les lames qui sont dites courbes, c'est les lames de Macintosh. C'est celles qu'on utilise le plus souvent. Il y a différentes tailles. Généralement, pour l'adulte, on utilise soit une 3, soit une 4. Vous ferez votre expérience. Il y en a à usage unique, d'autres à usage multiple. Et on a les lames droites. Ce sont les lames de Miller. L'intubation difficile, elle est définie comme au moins 2 laryngoscopies. On y est très vite. On y est très très vite. C'est-à-dire que souvent il y a l'IAD qui s'y met, il n'y arrive pas, on reprend la main, on n'y arrive pas, ça y est, on est déjà sur une intubation difficile. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit et pouvoir vite dégainer votre algorithme si jamais vous vous trouvez face à une intubation difficile. Le deuxième niveau, on va être sur les vidéolaryngoscopes. Et ça, grâce à l'industrie, aux commerciaux du coup, des laboratoires, il y a plein d'outils qui sont à notre disposition et il faut les connaître. Vous ne les avez pas forcément tous dans votre centre, hein, c'est des politiques de centre, mais il faut savoir ce que vous avez et l'utiliser chez des patients qui sont faciles à intuber pour lorsque vous allez l'utiliser sur une intubation difficile, vous sachiez comment le faire. Ce n'est pas le moment où le jour où le patient obèse qui régurgite, qu'on n'arrive pas à intuber, qui a 80 de SAT, de savoir comment on va allumer son glottiscope. Donc ça, c'est extrêmement important. Il va être différencié dans 3 groupes. Les groupes vont être différents en fonction de l'orientation de la lame. Les groupes 1, en fait, ce sont ceux qui ont une incurvation de lame qui est la plus proche de la laryngoscopie avec une lame courbe de type Macintosh. Donc vous avez par exemple McGrath, Mac, où on a du coup un écran qui n'est pas délocalisé, qui est directement sur le manche de laryngoscope. Vous avez le GlideScope et le Storz CMAC qui sont à peu près pareils, où vous allez avoir l'image qui sera sur un écran déporté. Il y a une petite courbe d'apprentissage, c'est pas pareil qu'une laryngoscopie directe, donc entraînez-vous, faites-en pour savoir comment on les utilise. Le type 2, celui qui est peut-être un des plus anciens, qu'on a souvent dans nos centres, c'est l'AirTrack. L'AirTrack, il a une technique un peu particulière, il ne se met pas dans la bouche de la même manière qu'une laryngoscopie. On va tout d'abord commencer par l'enfoncer tout droit. Une fois qu'on arrive au fond de la bouche, on va tirer comme ça, faire justement le mouvement qu'on nous dit tous de ne pas faire sur un laryngoscope. Hein. On va vraiment tourner comme ça. On le tourne vers la tête du patient et à ce moment-là, on va s'exposer du coup devant la glotte. C'est important de mettre la sonde d'intubation avant du coup d'avoir mis l'AirTrack dans la bouche. Donc il faut mettre la sonde d'intubation sur le côté, il y a une petite gouttière. Et ensuite on va pousser, on va viser du coup directement la glotte. On en a, donc il y a l'AirTrack, c'est avec une fibre optique, donc on voit directement dedans, hein, un peu à l'ancienne. Et il y en a des plus modernes, par exemple le Pentax Airway, où c'est un écran qui va être délocalisé. AirTrack pour se moderniser maintenant, pour les adeptes de l'iPhone, on peut brancher directement son iPhone dessus. Donc, il y a plus, les industriels ont beaucoup d'imagination. Bientôt, il y aura des applis. On pourra snapper du coup #laryngo, #intubation difficile et mettre vos plus belles laryngos du coup sur Insta.
Il y a d'autres choses, on peut le brancher sur des colonnes d'endoscopie aussi, et il y a des adaptateurs Wi-Fi pour l'avoir directement sur son smartphone ou sur son ordinateur. Et ensuite, on a les groupes 3, donc ce sont des sortes de masques laryngés avec un écran délocalisé qui vont permettre, eux aussi, d'intuber. Il y a quelque chose dans les recommandations, c'est le long mandrin béquillé, avec possibilité de l'utiliser. C'est ce long mandrin qui est rigide, hein, ce n'est pas le mandrin qui est souple, qui est béquillé, c'est important, lui va pouvoir vous sauver plusieurs situations. Des fois, lorsqu'on a des glottes qui sont assez hautes et on n'arrive pas à avoir l'angulation suffisante pour mettre la sonde d'intubation dedans, mais également le fait qu'il soit béquillé, on va pouvoir sentir les anneaux cartilagineux dans la trachée, et lorsqu'on est un peu à l'aveugle, en fait, essayer de chercher, et on va sentir du coup les anneaux qui vont sauter comme ça, et on va jusqu'en butée où on arrive à la carène et on met notre sonde d'intubation dessus. Le niveau 3, du coup, c'est le masque laryngé, donc on retrouve à peu près les mêmes dispositifs. On va pouvoir ventiler dessus et on va pouvoir aussi passer une sonde d'intubation au travers. C'est un peu particulier, donc encore une fois, entraînez-vous. Regardez, déjà savoir où c'est au bloc opératoire, parce que souvent on ne sait pas où c'est, on en a entendu parler, mais découvrir dans le chariot d'intubation difficile et trouver tous ces dispositifs. Et enfin, le dernier, le fibroscope. Alors ça nous fait tous peur, globalement parce qu'on l'utilise très rarement. Donc encore une fois, faites-le. Faites des intubations sous fibroscope chez des gens, du coup, sans urgence, avec un senior. Habituez-vous à le manier. C'est un peu particulier. Donc on a les fibroscopes classiques où on va avoir une vision directe dans la fibre, dans la caméra. Et maintenant, depuis quelques années, on a les fibroscopes à usage unique, où on va avoir un écran déporté, avec une qualité d'image qui est vraiment très bonne, et qui permet en plus de voir, enfin tout le monde peut voir, donc à visée didactique, c'est excellent. Une vidéo que j'ai prise sur le campus de Lyon, mais globalement c'est sur un mannequin, mais on voit très bien, on voit même mieux que chez certaines personnes. Donc on passe dans les fosses nasales. On descend globalement au début, on ne voit pas grand-chose, puis on arrive au niveau de l'oropharynx et on va viser du coup la glotte. Alors attention, on voit en fait à l'envers de notre laryngoscopie la plupart du temps. Alors après, ça dépend comment vous tenez votre laryngoscope, votre fibroscope. Mais voilà, vous voyez les cordes vocales ensuite, et il faut rentrer au moment où c'est ouvert. On peut faire des intubations vigiles dessus, et une fois qu'on a cathétérisé les cordes vocales, on peut mettre la sonde d'intubation. Petite chose, pensez-y comme l'AirTrack, c'est-à-dire qu'on met la sonde d'intubation sur le fibroscope avant de rentrer dans les fosses nasales. Parce que si on a réussi à cathétériser tout ça, qu'on dit c'est bon, on y est, et la sonde d'intubation est à côté, ben, on a tout perdu, on a l'air con. Donc il faut enlever et remettre dessus, donc pensez-y, entraînez-vous. C'est un geste à avoir, et j'avais bien aimé cette petite revue du coup dans la revue du praticien qui date de 3 ans, et en fait qui demandait si c'était pas devenu inutile finalement le fibroscope à l'heure actuelle où on a tout dans l'arsenal des glottiscopes avec des belles images. Et en gros, ce qui était sorti, c'est que c'était inutile si on n'avait pas l'habitude d'en faire. Et ils insistaient sur la place de l'entraînement, il faut en faire, parce que ça peut sauver certaines situations vraiment délicates. Donc, entraînez-vous à manier les fibroscopes. Donc, sur la première conclusion de cette partie, il y avait une phrase qu'un anesthésiste m'avait dit. Il avait dit, il n'y a pas d'intubation difficile, il n'y a que des mauvais anesthésistes réanimateurs. Alors, on va essayer de voir ensemble, c'est pas vrai. Il y a quand même des intubations difficiles, mais avec l'entraînement, avec l'anticipation du matériel, avec la connaissance de vos protocoles, c'est vrai que le taux d'intubation difficile diminue énormément. Et il n'y a que des mauvais anesthésistes réanimateurs, et là je suis d'accord. Si vous oubliez quelque chose, que la priorité dans la gestion des voies aériennes, ce n'est pas l'intubation, c'est l'oxygénation. Donc si vous n'arrivez pas à intuber votre patient, à un moment donné, vous sortez de l'algorithme intubation et il faut penser à oxygéner votre patient. Et quand il désature, on dit dès qu'il est en dessous de 95% de saturation,
90, c'est sûr qu'il faut arrêter, il faut réoxygéner votre patient. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, et c'est vrai que des fois, on a la tête dans le guidon, on veut intuber, on veut intuber, on veut intuber, on n'y arrive pas, et en fait, le patient désature, et après, une fois que la courbe commence à désaturer, on met un moment avant de resaturer. Donc, n'oubliez pas, la priorité, c'est l'oxygénation. Bon, on a géré les voies aériennes, maintenant on le branche au respi, et on ne sait pas comment régler. Donc on va essayer de voir, de manière très simple, comment on règle notre respirateur au bloc et en réanimation. Tout d'abord, les modes respiratoires. Alors, on ne va pas revenir sur la ventilation non invasive, parce qu'on n'aura pas le temps, mais sur la ventilation invasive. En gros, il faut comprendre qu'il y a juste deux modes. On ne va pas parler des débits carrés, des débits décélérants, tout ça. Enfin, moi, j'ai jamais rien compris dessus, c'est trop compliqué, je ne retiens jamais. Donc, on va juste voir comme ça. Dans la ventilation invasive, vous avez les modes contrôlés. Donc, comme son nom l'indique, c'est contrôlé. Donc, c'est-à-dire qu'on contrôle tout. Le praticien contrôle tout chez le patient. Et on va contrôler deux choses. Soit on va régler le volume, c'est-à-dire que je veux que mon patient il ait 480 ml à chaque cycle, mais je ne vais pas régler les pressions. Soit je vais régler les pressions, du coup, je veux que mon patient il ait 15 cm d'eau, et je ne vais pas régler les volumes. Voilà. Globalement, il n'y a pas de différence entre le mode en volume et le mode en pression. C'est juste des histoires d'habitude. Il faut faire ce qu'on a l'habitude de faire et surtout ce qu'on maîtrise. La plupart des réanimateurs et anesthésistes réanimateurs en France utilisent du volume contrôlé à peu près à 80%, mais c'est les 20% qui utilisent la pression contrôlée. S'ils savent ce qu'ils font, ils ont tout à fait le droit et ils ne font pas moins bien que ceux qui utilisent du volume contrôlé. Et on a les modes assistés. Donc ça, c'est la VSAI-PEP, c'est-à-dire que c'est une ventilation spontanée. Le patient va déclencher son cycle respiratoire et surtout, ce qui est important, il détermine son temps inspiratoire. C'est lui qui règle son temps inspiratoire, enfin qui le fixe par lui-même. Et on va assister avec un niveau d'aide. Plus le patient va respirer par lui-même, moins l'aide sera importante. Et en plus, on met une pression expiratoire positive chez ces patients. Donc, lorsqu'on règle le volume, c'est un mode volumétrique, et lorsque l'on règle une pression, c'est un mode barométrique. Tous les modes complexes, honnêtement, ce sont des choses de l'industrie et qui ne vont pas nous servir énormément. Ils vont peut-être nous servir dans des cas très particuliers. Attention, au début, maîtrisez bien les modes contrôlés et le mode assisté, et dans 98% des cas, vous arriverez à ventiler vos patients, et c'est déjà beaucoup en première approche. Laissez les modes complexes pour plus tard si ça vous intéresse. Les réglages de base. En gros, la ventilation, le but, c'est d'assurer les échanges gazeux. Pour cela, dans l'air, on a de l'oxygène et du CO2. Jusqu'ici, je ne vous apprends pas grand-chose. Comment on va faire varier notre PaO2, la pression artérielle en oxygène, la quantité d'O2 dissoute dans le sang? On va régler la fraction inspirée en oxygène. Plus on monte notre fraction inspirée oxygène, plus on va faire augmenter notre PaO2. On peut jouer également sur la PEP. Si on augmente la PEP, on va majorer notre pression artérielle en oxygène. Et la PaCO2, on va jouer sur le volume courant, sur le volume minute, en fait, et soit on joue sur le volume courant, soit sur la fréquence respiratoire. Plus on augmente, du coup, le volume minute, plus il y a d'échanges alvéolaires et plus la PaCO2 va diminuer. Donc si on a une hypercapnie, il faut qu'on augmente soit le volume, soit la fréquence respiratoire pour faire baisser la capnie. Bon, voilà, vous avez tout compris. Il suffit juste de jouer avec ça, et il y a quelques ranges, quelques limites à ne pas dépasser. Sur la FiO2, pas de chance, il n'y a pas de recommandation. On ne sait pas. On ne sait pas trop à l'heure actuelle combien il faut de FiO2 optimal. On connaît des bornes à ne pas dépasser, mais vous dire ce patient il doit être à tel FiO2 pour avoir tel SAT avec certitude, c'est difficile. En tous les cas, lorsque l'on regarde la littérature, qui est assez riche dessus, que ce soit au bloc ou en réanimation, ce qu'on est certain, c'est que le patient n'a pas forcément besoin d'être à 100% tout le temps. S'il est à 100% avec 21% de FiO2, on ne va pas baisser la fraction, on ne peut pas. Mais s'il est à 100% avec 40% de FiO2, on diminue la FiO2 pour qu'il diminue sa saturation. Il n'y a pas besoin qu'il soit à 100% en permanence.
Et lorsque l'on regarde, que ce soit au bloc, en réanimation, au cours du SDRA, et même dans le dogme, on va dire, du patient qui fait un infarctus, ça ne fait pas mieux de mettre de l'oxygène chez les gens qui n'en ont pas besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre d'oxygène, mais s'il ne désature pas votre patient, il n'y a pas besoin de mettre d'oxygène de manière systématique. Et au contraire, de mettre de l'oxygène de manière systématique après un arrêt cardiaque, probablement l'hyperoxie créerait plus de lésions et il y aurait moins de récupération. Et j'aime bien cet article, en fait, c'est une courbe. Alors, il y a beaucoup de courbes comme ça en médecine. Et en fait, c'est la probabilité de décès à l'hôpital en fonction de la PaO2. Gros collectif, 14 000 patients. Et en fait, on se rend compte que la courbe, elle fait un U. Et le bas du U, c'est lorsqu'il n'y a pas vraiment de surrisque de mortalité par rapport à la PaO2. Et les limites sont entre 60 et 200 mm de mercure. Alors ça fait un range qui est assez large, je vous l'accorde, mais probablement que nos patients doivent se trouver entre 60 et 200. Votre patient, lorsqu'on fait une gazo, s'il est à 350 de PaO2, diminuez. Et à l'inverse, si notre patient il a moins de 60 mm de mercure de PaO2, à ce moment-là, augmentez l'oxygène. Alors, RIP l'oxygène, donc quand même pas, je vous ai dit. Globalement, ce qui est retenu, c'est qu'en anesthésie, il faut avoir une saturation supérieure à 95%, avec le minimum d'oxygène possible pour avoir ces objectifs. Et en réanimation, 94%, et au cours du SDRA, on peut être à 88-92. La PEP. La PEP, l'utilisation d'une PEP, elle répond juste à une logique physiologique. Lorsque l'on a une anesthésie générale et lorsque l'on intube nos patients, on a un collapsus des voies respiratoires, une perte du tonus, et par l'effet de la gravité, en fait, le poids du médiastin et le poids des poumons, ça écrase les alvéoles qui se recroquevillent. C'est comme un ballon de baudruche que vous prenez et que vous recroquevillez dans votre main comme ça. Ça fait des collapsus un peu partout. Et donc là, c'est du poumon de lapin. Et on le voit dans la zone la plus déclive. Il y a une zone juste au-dessus du diaphragme qui est condensée. Et ça, c'est juste après une anesthésie générale. Et ce qui ne se passe pas dans les régions les plus antérieures. À ce jour, 2 grands articles, un sur la ventilation en réanimation du SDRA avec une table d'implémentation de la PEP, du niveau de PEP en fonction de l'AFiO2, et un autre article au bloc opératoire qui disait qu'il fallait utiliser une PEP de manière systématique chez nos patients lors d'une chirurgie lourde abdominale, également chirurgie vasculaire. Donc, à ce jour, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réanimation, normalement, alors il y a d'autres études avec des mesures plus fines de réglage de la PEP, mais ce qui est vraiment validé, c'est la table de l'ARDS Network, donc avec cette augmentation progressive en fonction de la FiO2. Et en anesthésie, on est entre 5 et 10 de PEP. Et chez l'obèse, probablement, il faut plus, du coup, parce qu'on a plus d'atélectasie du fait du poids du tablier de la graisse au niveau thoracique. Le VT. Alors, comment on règle notre VT ? On ne met pas à la louche, on ne laisse pas le 500 par 12 qui est souvent sur les respirateurs le réglage d'origine. Ça peut marcher, le 500 par 12, mais on va faire un peu mieux. Et globalement, à votre avis, qui a le plus gros volume pulmonaire entre Julia, qui a 49 ans, qui fait 1m61 et qui fait 47 kg, et Marie-Thérèse, qui, elle, en fait 132 ? Voilà. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, on va dire, que la capacité pulmonaire ne dépend pas du poids, mais de la taille. Donc, lorsque l'on fait à ces 2 personnes en fait, des scanners, des imageries avec des reconstructions des volumes pulmonaires, finalement, on se rend compte que vous voyez, les volumes pulmonaires sont identiques chez les 2 personnes. Donc, lorsque vous réglez votre VT, on le règle sur le poids idéal théorique. Donc le patient qui fasse 150 kg ou 50 kg, s'il a la même taille, il aura le même VT. Donc ça, c'est extrêmement important. Et vous avez plein de... Il y a des tables qui permettent de définir le poids idéal théorique. Et de tête, comme ça, globalement, si un patient fait 1m80, vous enlevez 100, ça vous fait 80 kg, c'est son poids idéal théorique. Et chez la femme, vous enlevez 110. Mais il y a des tables qui permettent de faire plus précisément, mais il faut les avoir parce qu'elles ne sont pas faciles à connaître par cœur.
Et à combien on ventile? Eh bien, les deux mêmes articles, finalement, l'article de 2000 et de 2013, qui disent qu'il faut réduire les volumes. Maintenant, les gens ventilent avec des petits volumes. Mais nous, on n'a pas connu ça, mais avant, les patients étaient ventilés avec des gros volumes, du 10 ml, voire plus, du 12 ml kilo de poids idéal théorique. Et en anesthésie, ça avait perduré un peu plus longtemps qu'en réanimation. À ce jour, on diminue. En gros, on est entre 6-8 ml kilo de poids idéal théorique. Sur les recommandations, dans le SDRA, ils descendent même à 4. Mais là, on peut être gêné, du coup, avoir vraiment des petits volumes minutes et avoir des problèmes d'hypercapnie. Donc, en gros, fixez-vous 6 ml kilo et vous aurez une ventilation pour la plupart de vos patients. L'autre paramètre, la fréquence respiratoire, on n'a pas vraiment grand-chose, si ce n'est qu'on suit un rationnel physiologique. On ventile tous entre 10 et 35 par minute, donc on règle notre respirateur entre 10 et 35 par minute. Et juste pour finir, c'est extrêmement important dans ce que vous faites de surveiller ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste régler le respirateur et puis partir se recoucher. Il faut vraiment surveiller, et s'il y a un élément à surveiller de manière très importante, probablement le premier et le plus simple pour commencer, ce sont les pressions inspiratoires. Si vous êtes en mode barométrique, où vous réglez en volume, en pression contrôlée, la pression, c'est vous qui la fixez. Donc vous ne pouvez pas dépasser. Si vous avez mis 15, vous saurez que vous êtes à 15 cm d'eau. Mais quand vous êtes en volume contrôlé, vous avez une courbe de pression. Là, ça va être tous les éléments, la compliance du patient, plein de choses qui vont rentrer en compte, et ce n'est pas vous qui déterminez la pression. Donc il faut la surveiller. Et il y a deux types de pression. Il y a la pression de crête, c'est le grand pic. Celle-là, c'est la pression qui règne dans les voies aériennes supérieures, les gros troncs. Alors il y en a certains qui disent on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas, mais en tous les cas, ce n'est pas celle qu'on va regarder. On accepte qu'il y ait des hauts volumes, des hautes pressions de crête. Par contre, la pression de plateau, elle, c'est la pression qui reflète la pression au sein de l'alvéole, et c'est elle qu'on va vraiment regarder. Et on va se fixer un objectif de moins de 25 cm d'eau au bloc opératoire. Et en réanimation, on va se fixer 30 cm d'eau, notamment au cours du SDA. Voilà, retenez ces deux chiffres, retenez que c'est la pression de plateau, et retenez surtout qu'il faut monitorer vos patients et vos courbes du respirateur. Et ce qu'on veut éviter avant tout, en fait, ce sont les VILI, et qui sont essentiellement dus à des volotraumatismes et à des barotraumatismes. Donc des volotraumatismes, ce sont des volumes trop grands, hein, ça distend les alvéoles, ça fait éclater le ballon de baudruche, on va dire. Et les barotraumatismes, c'est qu'il y a trop de pression et ça distend également les alvéoles. Et là, vous avez une image où ce sont des poumons du coup, de souris. Et vous voyez, du coup, à gauche, on a des poumons normaux. À droite, on a des poumons après 5 minutes de ventilation et complètement à droite, après 20 minutes de ventilation. On était sur des VT qui étaient monstrueux, je crois, de l'ordre de 20 ml kg pour la souris. Donc c'est caricatural, mais on voit bien que ça crée du coup des lésions. Et ce qu'on retrouve chez l'animal, finalement, on retrouve la même chose chez les humains. Et donc c'est pour ça qu'on diminue au fur et à mesure, on a diminué vraiment nos pressions et diminué nos volumes. Voilà, donc en conclusion, numéro 2, et pour finir cette session, donc souvenez-vous, nous sommes anesthésistes réanimateurs, et ce qu'on applique au bloc opératoire, on se l'applique en réanimation aussi dans la majeure partie des cas. Il faut adapter le respirateur au patient, et pas l'inverse. C'est sûr qu'à 3 h du matin, c'est plus facile de faire, si le patient il se désadapte, de remettre un pouce de propofol pour qu'il redorme et on est tranquille. Ce n'est pas une attitude qui est bien, il faut vraiment comprendre pourquoi et permettre au patient d'avoir le meilleur mode ventilatoire pour son état à un moment donné. Donc vraiment, essayez toujours d'adapter le respirateur au patient et pas l'inverse. Et surtout, quand vous faites les choses, évaluez vos pratiques et surveillez vos courbes du respi, toujours dans le but de limiter vos traumatismes qui sont induits par la ventilation mécanique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.